Moi, je m'appelle Maxime Fontaine, je suis président de l'Assemblée Générale des Jeunes LGTB. Je suis aussi délégué CGSP Enseignement à l'ULB. Et c'est moi qui vais faire en sorte que les débats se déroulent bien, etc. Voilà. Pourquoi est-ce que nous avions décidé d'organiser cette conférence sur le pacte d'excellence, ou en tout cas cette journée de débat? C'est parce que d'abord, je pense que c'est une question complexe. On est tous conscients que c'est important de faire des réformes, mais alors la question c'était quelle réforme? Et nous, en tant que jeunes LGTB, on représente bien sûr les étudiants, qui sont jeunes, mais aussi les jeunes profs. Mais c'est vrai que c'était une question pour nous vraiment très très complexe, et on s'est dit que ce serait bien de vous voir toutes et tous ici pour justement un petit peu voir quels étaient les enjeux. Donc nous avons invité, commençons par les absents, Joseph Tenon, qui est le président communautaire de la CGSP Enseignement, qui va venir donc nous rejoindre à 15h. Nous avons Johan Lismont, ici présent, qui est président du secteur enseignement libre du CESCA. Nous avons Pauline Forge, ici, qui est déléguée syndicale CGSP et professeur de français. Nous avons Jean-Pierre Kerkhoffs, président de l'APED, l'Appel pour une école démocratique, et professeur de physique. Et nous avons Charlotte Dandois, vice-président du CEF, le comité des élèves francophones. Enfin, Madame Catherine Brise. Contre vous, je n'ai pas eu beaucoup d'informations sur ce que vous étiez exactement. J'ai une idée, mais peut-être... J'ai entendu dire que vous aviez ouvert une école, mais je suis la conseillère pédagogique d'une nouvelle école secondaire à pédagogie active, école Sylvain secondaire, dont voici la directrice. Ok, voilà. Merci. Et alors, Christophe Bodard, ici sur ma droite, porte-parole du groupe Non au pacte d'excellence. Voilà. Comment est-ce que ça va se dérouler? Eh bien, dans un premier temps, vous aurez chacun et chacune 10 minutes, je vais chronométrer pour être sûr que ça ne dure pas trop longtemps, où vous pourrez donc exposer votre point de vue et mettre le doigt sur les enjeux que vous estimez les plus importants. Ensuite, nous ferons une pause café. Et ensuite, il y aura un débat donc, avec la salle, vous, et entre les intervenants, si besoin. Pour qu'il n'y ait pas de surprise, mon organisation syndicale a dit non mais au pacte. Et le débat était vraiment entre le non absolu et le non mais. J'expliquerai tout à l'heure en fin d'exposé pourquoi. Le point de vue syndical, peut-être 2-3 choses parce qu'il me semble qu'on se méprend assez souvent sur la position des organisations syndicales d'enseignement. On a quelques principes au départ. En tout cas, au CEL, nos principes, c'est aucune réforme en faveur de la réussite des élèves ne peut se réaliser au détriment des conditions de travail des enseignants et autres personnels de l'école. Et en parallèle, aucune réforme améliorant les conditions de travail des enseignants et autres personnels de l'école ne peut se réaliser au détriment des conditions d'apprentissage des élèves. Ça, c'est un premier principe. Il y en a un deuxième, puisque mon secteur enseignement fait partie du secteur non marchand. Pour toute action dans le non marchand, il y a 3 axes. Conditions de travail et rémunération des travailleurs du non marchand. Bon fonctionnement des institutions. Ce qui veut donc dire ici, bon fonctionnement des établissements scolaires et de l'organisation du système. L'axe 3, la qualité du service rendu aux usagers. Et donc, ici, en l'espèce, qualité de notre enseignant et de son pôle émancipateur des élèves. Alors, ça c'est pour le gag. Simplement, c'est le responsable du programme PISA qui a une réaction en disant « Tiens, les syndicats ne s'occupent que des questions de barème ». Lui dit « Tant qu'on est calqué sur le système industriel, les syndicats se battront sur des histoires de salaire et d'effectifs. Si au contraire, le système éducatif est axé sur la pédagogie, les syndicats le seront aussi ». Alors, pour les travaux, c'est une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que chaque famille syndicale a eu droit à un chargé de mission. Nous avons fait à l'FGTB, donc CGSP, CL7K, de prendre un enseignant qui fait partie du mouvement socio-pédagogique,
qui est attentif à l'autonomie pédagogique de l'enseignant et de l'équipe pédagogique et attentif aux conditions de travail. Ainsi, nous mettons à la fois ce que certains considèrent comme le rôle classique d'une organisation syndicale, mais également le fond du cœur de métier de l'enseignant, à savoir la pédagogie. Élément aussi qui me paraît important de vite repréciser, c'est que tant la CGSP que le CEL, que la FGTB Wallonne et la FGTB de Bruxelles, on a eu en 2005 des revendications communes dans le cadre du projet de décret, enfin du projet ARENA sur le contrat pour l'école. Au départ, c'était le contrat pour l'éducation. Un élément qui me paraît important de préciser, c'est que les 200 propositions de la ministre ARENA étaient dans le cadre des convergences de Lisbonne sur l'éducation, qui datent de mars 2000, qui ont été vraiment diffusées à partir du début 2004. C'était pour amener l'enseignement de tous les pays faisant partie de cette convergence à un certain nombre de niveaux de réussite pour 2010. Quand on regarde tous les chiffres du projet ARENA de l'époque, c'était les chiffres des convergences de Lisbonne. Personne n'est arrivé en 2010, c'est devenu 2015. Désormais, on parle d'un plan 2020. 2020, c'est dans 3 ans. Si on regarde bien tout ce qu'il y avait dans les convergences de Lisbonne, vous verrez qu'un certain nombre d'éléments du pacte d'aujourd'hui sont bien dans ce cadre-là. Si vous voulez aller plus loin dans l'analyse, je vous recommande le texte d'une conférence de Christian Laval, qui est un chercheur attaché à la Fédération syndicale unitaire en France, qui regroupe les principaux syndicats d'enseignement du public en France, qui parle de néolibéralisme et éducation, qui se cache évidemment derrière ces convergences de Lisbonne. Ce qui me fait dire, puisque beaucoup de gens parlent toujours et condamnent l'arrivée de McKinsey dans le processus ici, c'est que McKinsey n'est qu'un bouton de fièvre. Le vrai problème, ce sont les convergences de Lisbonne. Donc ici, ce que nous avions revendiqué, donc nous avions fait une contre-proposition qui s'appelait l'école unique et qui est donc le tronc commun pluridisciplinaire de tous les jeunes jusqu'à la 3e ou 4e année du secondaire. Et donc l'idée était de pouvoir développer ce qu'aujourd'hui on appelle les intelligences multiples. Nous on parlait des différents types d'intelligence à l'époque. Et on insistait aussi que ce véritable tronc commun pluridisciplinaire implique une réelle refonte des programmes afin de les ouvrir aux intelligences manuelles, artistiques et physiques. Il ne suffit donc pas de supprimer les actuels cours à option pour répondre aux exigences d'un véritable tronc commun. Un tronc commun différencié ne répond pas non plus à la conception de l'école unique et ne permet pas de lutter contre le processus de relégation et de ségrégation. C'est pour cela qu'on a un souci dans certaines propositions actuelles qui pourraient être ce qu'on appelle le renforcement, différenciation, consolidation, qui arrivera seulement et qui sera révélé au public, je pense, à la fin avril. Et donc là, on pourrait avoir un tronc commun qui pourrait avoir des aspects différenciés. Donc ce que déjà à l'avance nous condamnons si jamais ça arrive sur le tapis. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler les résolutions 2014 de la FGTB Wallonne avec le tronc commun pluridisciplinaire jusqu'à la 4e secondaire. Ensuite, pour le qualifiant, on en parlera peut-être tout à l'heure, revendication d'une seule filière qualifiante de haut niveau à l'issue d'un véritable tronc commun. Cours généraux qui permettent d'accéder au CESS dans l'enseignement qualifiant, etc. Je vous renvoie à vos classiques. Alors, erreur d'analyse qu'on commet très très souvent quand on aborde le pacte, les résultats du pacte. Je vous ai dit ce qu'il fallait penser de McKinsey. La réalisation d'économies n'est pas l'objectif du pacte. Le seul problème, c'est que dans les textes, on voit souvent parler de notions technocratiques d'économie. C'est parce qu'il faut pouvoir vendre le projet aux politiques et donc expliquer qu'à partir d'un moment, on ne dépasse pas les purs budgétaires. Mais ce n'est vraiment pas l'objectif. Donc l'objectif, c'est transformer l'enseignement autour du maternel et du tronc commun, ce qui va impliquer des glissements d'emploi. Ce n'est pas pour faire des économies qu'il y aura les glissements d'emploi, donc on ne va pas saquer dans l'enseignement qualifiant pour engager plus d'institutrices maternelles. Au contraire, le gouvernement a décidé de mettre de l'argent sur la table jusqu'en 2030 pour que les choses puissent se réaliser calmement.
entre guillemets, calmement. Donc, l'objectif est de rendre la filière qualifiante plus efficace, mais ça veut dire un resserrement d'options, donc des glissements d'emploi de nouveau, donc en clair, des fins d'emploi de professeurs de pratique professionnelle et de cours techniques, et on a mis en place une structure qui devrait permettre de les requalifier selon ce qu'ils souhaitent faire encore dans l'enseignement. Un élément qu'il faut savoir aussi, c'est que la lutte contre le décrochage, on dit toujours que nous sommes champions du monde du redoublement, nous sommes également champions du monde du décrochage scolaire. Et peut-être une explication à cela, diront certains, c'est que nous avons une obligation scolaire jusqu'à 18 ans. Dans la majeure partie des pays, c'est jusqu'à 15 ou 16. Mais ça va coûter de l'argent et ça va, si on parvenait à éliminer tout le redoublement, les 400 millions d'économies, eh bien, il faudrait en prendre 300 millions pour pouvoir lutter efficacement contre le décrochage, selon les estimations qui ont pu être faites. Alors, donc, ici, vers 2021, la communauté française va injecter 220 millions, donc on va avoir une augmentation à partir de 2018. Le sommet, c'est 2020, et puis ça va diminuer et jusqu'à se stabiliser à 50 millions en plus en 2030, 50 millions en euros constants. Le fait d'avoir obtenu que l'impact sur l'emploi soit rejeté vers la fin de la mise en œuvre coûte plus cher à la fédération, donc ça va coûter 40 millions de plus que ce qu'ils étaient prêts à mettre sur la table au départ. Un élément qui est également important, les nouveaux enseignants qui vont remplacer les professeurs qui partent à la retraite sont moins coûteux en début de carrière. Souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. Mais donc, il y a 13 500 enseignants qui vont partir à la pension d'ici 2023. Ils vont être remplacés tous. Ce qui veut simplement dire qu'une marge financière va être dégagée aussi pour à peu près la moitié, puisque un vieil enseignant comme moi coûte 1,9 du traitement d'un jeune enseignant en début de carrière. Donc ceci est quelque chose d'assez important également. La double contractualisation, on y reviendra peut-être tout à l'heure, n'augmente pas le travail administratif. Et le gouvernement ne fixera pas des objectifs spécifiques par école. C'est une crainte qu'on entend beaucoup en disant on n'aura plus d'autonomie. Au contraire, la volonté de renforcer l'autonomie avec des objectifs. Donc le gouvernement pourra fixer des objectifs généraux et aura la possibilité d'objectifs spécifiques pour une zone déterminée ou pour des écoles jugées nettement sous-performantes. On reviendra peut-être dans le débat sur ce qu'on peut entendre par sous-performante, mais c'est déjà dans un décret depuis 1 an, cette affaire-là. Et pour le moment, des représentants de l'administration et des réseaux font le tour des écoles qui sont en dessous des indices normaux de performance des écoles. Ça veut dire qu'ils ont plus d'échecs ou plus d'élèves qui quittent le circuit. Nous avons un certain nombre de regrets. C'est que cet avis numéro 3 soit managérial et technocratique par rapport aux espoirs suscités par l'avis numéro 1, que l'organisation de notre enseignement en réseau n'ait pu être réinterrogée. C'était un refus clair de la ministre Milquet à la rentrée 2014. Elle estimait que si on abordait cette question-là, il n'y aurait rien moyen de faire. Que, regret important pour nous, c'est que la révolution culturelle de toute la société que doit provoquer un réel changement du système scolaire et ses objectifs ne soit pas initiée dès le début des travaux du pacte. On va se retrouver avec une société qui ne va pas comprendre ce qu'on veut transformer dans le pacte et avec les cartes blanches qui circulent un peu partout, on peut déjà voir que c'est en cours. Nous regrettons aussi, ça c'est dans les conditions de travail, que le travail collaboratif devienne obligatoire avec peu de moyens au lieu d'être suggéré et incité, que le travail sur les rythmes scolaires soit actuellement peu approfondi et que la mesure visant à développer l'apprentissage d'une deuxième langue dès la 3e primaire ne soit, à notre estime, pas praticable en Wallonie pour cause de pénurie de profs de langue. Il en faudra 500, on ne sait pas où on va les trouver. Alors, nous, on avait des revendications. Il me reste 3 minutes, 4 minutes ? Un petit peu moins. Un petit peu moins, vous avez je vais aller très dépassé vite. de 2 minutes. Mais donc voilà, retour des savoirs, développement de la compréhension critique, notamment puisqu'il faudra désormais tenir compte quand même des apports d'informations du net, apprendre à transformer les informations en savoir, renforcement du maternel, tronc commun pluridisciplinaire, remédiation immédiate,
On souhaite une école orientante, c'est-à-dire une école qui permette aux jeunes de se choisir une orientation professionnelle et de vie. On voulait l'égalité entre transition qualifiante, etc. On refuse le classement et la sélection dans l'enseignement. Je vais passer ceci, parce qu'on m'avait demandé aussi de faire le point sur les emplois. Alors, sur l'emploi, je vais peut-être simplement, c'est une seule page ici. Donc, en vert, tout ce qu'on gagne, en rouge, tout ce qu'on perd pour 2030. Donc, vous voyez, renforcement de l'aide aux directions, c'est 426 équivalents temps plein. Conseiller pédagogique, tout ça concerne la direction des réseaux, 300 équivalents temps plein. Il y a une optimisation du NTPP, nous ne savons pas du tout ce que c'est pour le moment. Et ça coûtera de 700 à 1000 équivalents temps plein pour 2030. Redéfinir la carrière en 3 étapes, il y aura 679 équivalents temps plein en plus. Diminution de 50% du redoublement, ça coûtera 716 équivalents temps plein. Donc il faut, quand on dit lutter contre le redoublement, je veux dire, on a un haut taux d'encadrement grâce au redoublement. Donc vous voyez un tout petit peu. Alors, pour terminer, danger que nous on voit, c'est qu'il y a ce nouveau management. On voit que dans tous les pays où c'est pratiqué dans l'administration et dans l'enseignement, il y a burn-out accru. Surtout avec des évaluations de sanctions à tout bout de champ. Renforcement des réseaux, c'est un danger que nous voyons aussi dans les missions d'accompagnement qui portent sur la rédaction du plan de pilotage des écoles, sur l'équipe pour atteindre les objectifs et sur la formation des membres de l'équipe. Ça, pour nous, ce sont de véritables dangers. Alors, tout le débat sur la co-conception, est-ce que les profs ont été consultés? Donc, en septembre 2014, j'avais interpellé la ministre Milquet sur cette question-là, puisqu'en 2004, on avait eu une large consultation des enseignants avec une équipe interuniversitaire, donc personne n'a rien fait. Elle a estimé que ce n'était pas nécessaire et que tout le système de blocs qu'elle comptait mettre en place suffirait pour consulter les enseignants. Peu d'enseignants ont été sur ces blogs, etc. Certains ont participé au forum, mais relativement peu par rapport au nombre d'enseignants. Donc, quelque part, on ne peut pas dire que c'était une conception avec les enseignants. Au niveau des organisations syndicales, on a donné des informations, mais il faut reconnaître aussi que tant que les gens n'y ont pas cru au départ, c'était un machin de plus, le plan Arena avait raté, etc. Donc les gens ne se sont pas inquiétés, ils ont commencé à s'inquiéter quand l'avis numéro 2 a été émis. Et ils se sont dit qu'il y avait peut-être quelque chose de sérieux qui allait arriver. Alors, dernier élément, parce que ça n'est traité nulle part. En fait, quand il parle de co-conception, ce n'est pas une co-conception avec le terrain. C'est une co-conception avec les acteurs. Ça veut dire que, moi j'appellerais ça plutôt une co-gestion du système. Organisation générale de l'enseignement pourrait, à l'avenir, et c'est à mon avis, la prérogative des acteurs de l'enseignement présents dans le groupe central. Le contrôle de chaque école se fera par l'administration territoriale de l'enseignement via des contrats d'objectifs. Soutien de chaque école, j'en ai parlé tout à l'heure. Les réseaux vont être contractualisés avec le gouvernement pour ces missions. Et, à mon avis, comme ce serait une cogestion du système autour du groupe central, les partis politiques n'auraient plus à concevoir de programme complet d'enseignement qui fait qu'à chaque majorité, on change les programmes, on supprime ce qui avait été voté sous la législature précédente, etc. Il leur resterait à penser aux objectifs généraux, à améliorer ou à innover autour des 3 dimensions fondamentales d'efficacité, d'efficience et d'équité, et à prévoir les budgets. Il faut remarquer, et je termine, dernière phrase, en Finlande, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Actuellement, le système finlandais perd de sa superbe parce que le gouvernement de droite au pouvoir diminue les budgets. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc voilà, moi je suis Christophe Dodin, je suis prof de Morin à l'Athénée de Jean, ici tout près à l'Athénée de Jean-Louis. Et j'ai ouvert cette page Facebook début février parce que les syndicats organisaient leurs assemblées pour informer leurs affiliés de ce qui se passait avec le
numéro 3 qui vient de sortir, et on les invitait à donner leur avis et à voter pour ou contre. Et donc après les premières réunions, je ne suis pas syndiqué, je tiens à le dire, donc c'est pas mauvais, et donc je ne suis pas syndiqué, mais j'ai des amis qui le sont et qui m'ont informé de ce qu'ils avaient entendu et vu. Et moi, ça m'a un petit peu quand même hérissé le poil, et donc voilà, j'ai ouvert cette page en disant je vais réunir des gens autour et on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Alors évidemment, je n'avais pas un objectif clair en termes de membres, mais je me disais voilà, on va faire quelque chose, on va voir ce qu'on peut faire. Et parce que j'ai déjà une expérience de collectif né via Facebook dans le cadre du dossier des cours de philosophie et citoyenneté, où là on a créé un collectif de profs de morale et qui s'est un petit peu engagé dans d'abord un combat, puis une discussion, puis une négociation, puis finalement de nouveau une bataille juridique avec le gouvernement. Et donc voilà, de cette expérience-là, je me suis dit, il recommence avec le pacte. Et c'est vrai que jusque-là, monsieur, vous avez raison, jusque-là, moi le pacte, je m'en moquais un petit peu, je voyais ça venir de loin, en me disant ça viendra dans longtemps, c'est pas pour maintenant, ça m'intéresse pas. Et constat, petite parenthèse, je pense que c'est encore le cas pour une grande majorité d'enseignants encore maintenant, malgré le fait qu'on en parle tout le temps. Quand j'en parle autour de moi depuis que je m'y intéresse et que je vois les raisons de jeter tout ça à la poubelle, et que je m'y intéresse, je vois que les collègues autour, ils connaissent pas, ils savent pas, et oui, bon, on s'en fout un peu, quoi. Et donc, ça, c'est un peu embêtant. Donc, oui, vous avez raison. Alors, voilà, la page, dans mon idée, je crois que si j'avais eu 100 personnes, j'aurais été content. Le problème, c'est qu'après 10 jours, il y avait 23 000 personnes sur la page, donc c'est quand même beaucoup. Alors, 23 000, on peut tout de suite prévenir d'éventuelles critiques. Effectivement, le fonctionnement d'ajout des membres dans les groupes sur Facebook, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, comme c'est un groupe ouvert, eh bien, n'importe quel membre peut ajouter tous ses amis Facebook en cliquant simplement, et donc le nombre augmente. Et puis alors, après, on peut dire, oui, mais les gens ont été ajoutés à l'insu de leur plein gré, comme dirait l'autre, et donc forcément, le chiffre n'est pas représentatif de autant de gens qui sont impliqués dans la lutte contre le pacte. Mais bon, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui ajoutent leurs amis le font, et c'est ce que j'ai déjà expliqué sur la page une fois ou deux, le font dans un esprit bienveillant pour ajouter les gens parce que ça va les intéresser, ils pensent que ça va les intéresser, et libre à celui qui n'est pas intéressé de quitter le groupe tout de suite. Et on n'a pas encore eu de départ, on est à 23 000, ça continue de monter, on est bientôt à 24. Alors pourquoi est-ce qu'on a eu ce succès-là? On s'est un peu interrogé, et en fait, l'élément qui vient, c'est qu'on était les premiers à dire non. À ce moment-là, les syndicats étaient seulement en train de consulter. Après, on peut revenir ensemble, si vous voulez, dans le débat sur la façon dont les syndicats ont communiqué sur leur position, qui n'a pas été une grande réussite à mon avis. Et donc, et ce qui explique d'ailleurs que sur la page, il y a effectivement beaucoup d'expressions de colère, de frustration contre le ou les syndicats en général. Et donc, ça, je peux en discuter avec vous tout à fait tranquillement dans les discussions après. Et donc voilà, la raison qu'il y a autant de gens sur la page, c'est parce qu'on était les premiers à dire non. Et maintenant, on a vu encore que les syndicats ont dit non même, peut-être, voilà. Mais ils continuent à travailler, et je vois dans l'exposé que vous venez de faire, monsieur, que pour vous, même si vous n'êtes pas d'accord, vous prévoyez quand même à l'avenir, et ça me surprend un peu, de voir que les acteurs du groupe central pourraient devenir la nouvelle référence en termes d'organisation d'enseignement, pour avoir discuté avec eux au cours des premières conférences qu'ils ont organisées. Je pense notamment à M. Delcor, le co-président. Je pense que si c'est lui qui s'occupe de l'enseignement à l'avenir, on n'a pas fini de devoir défendre nos préoccupations pédagogiques. Je pense qu'il ne connaît pas grand-chose. Alors, donc ça c'est vraiment une inquiétude. Je suis surpris de voir ça, et je pense que ça va agiter encore un petit peu les gens qui sont sur la page. Alors, pour continuer, pourquoi est-ce qu'on dit non? On dit non tout simplement parce qu'il y a cette orientation McKinsey dès le départ de la rédaction. McKinsey, moi j'ai découvert, effectivement, monsieur, vous avez complètement raison, est impliqué depuis bien longtemps dans les affaires de l'enseignement. Moi j'ai vu, comme tout le monde ici, sans doute l'article du VIF, où on explique que Joël Miquet et le directeur de McKinsey sont copains, tu et toi, les enfants dans la même école, et tout le monde se connaît. Et donc, moi, déjà, ça, là, il y a un conflit d'intérêt pour moi, et ça me pose un vrai problème. D'ailleurs, je ne suis pas seul, puisqu'effectivement, la procédure d'appel d'offres a été mise en cause et maintenant devant la Cour des comptes. C'est donc bien qu'il y a eu un
un problème dans la désignation de McKinsey pour s'occuper de ça. Alors McKinsey, quand on en parle aux gens, et notamment à Delcor, il nous dit oui, mais vous savez, parce que moi ma question c'est la suivante, pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un audit? Il y a quand même une administration, un renseignement qui fonctionne, il y a des gens compétents, des gens qui travaillent, qui sont payés pour ça, qui connaissent les chiffres, qui connaissent les tableaux. Pourquoi est-ce qu'on ne leur fait pas confiance et qu'on ne leur demande pas à eux ce qu'ils pensent et ce qu'ils préconisent? Alors il m'a répondu, oui, vous savez, à l'administration, ils sont incapables de faire ce travail-là, et ils le disent eux-mêmes, et donc on a appelé McKinsey, et vous devriez voir, ils sont redoutables, ils sont efficaces, ils sont magnifiques, ils sont beaux, ils sont... Moi je pense qu'il y a déjà il y a là vraiment quelque chose qui me choque, c'est l'insulte qu'on fait à l'administration. Il y a ces gens qui travaillent et qui font leur possible, et dont on dit qu'ils ne sont pas capables. Alors deux choses l'une, soit ils le sont et on leur marche sur les pieds et c'est dommage, soit effectivement ils ne sont pas capables, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est eux c'est à eux qu'on adresse l'audit, c'est dans l'administration qu'on regarde pourquoi ça ne fonctionne pas, et on laisse les profs tranquilles. Donc voilà, ça c'est un premier constat. Deuxième constat, j'essaie de parler parce que 10 minutes c'est pas beaucoup, et il y a plein de choses à dire. Et donc, deuxième raison de dire non après McKinsey, il y a évidemment toute cette orientation de plan de pilotage qui, moi, me paraît complètement insupportable en tant que prof. Et je crois que dans la page, c'est effectivement ce qui ressort le plus souvent. Le plan de pilotage fait peur parce que ça va mettre la pression sur les enseignants, plus que maintenant. Alors, effectivement, quand les écoles vont devoir... Et j'avais posé la question à M. Tonon il y a 3 semaines maintenant, parce que, peut-être vous le savez, M. Tonon est préfet de l'Atelier de Jambes, et à l'Atelier de Jambes où je suis, il y a une section, une filière bioesthétique. Et donc, dans cette filière bioesthétique, il y a une filière de leur métier, et il y a à 300 mètres en face, à Jambes, pour ceux qui sont de la région, il y a l'Institut Saint-Joseph qui est aussi sa section bioesthétique. Et donc, quand on va mettre sur pied et on va présenter des plans de pilotage avec les résultats obtenus ou pas en fonction des objectifs que l'école s'est fixés, eh bien, on nous dit que les résultats ne seront jamais publiés. Tout le monde sait très bien que même si les résultats ne sont pas publiés de manière officielle, ils vont transparaître, les parents sont informés des résultats par rapport à ces objectifs, et donc les écoles vont être en concurrence. Et qu'est-ce qui va se passer si on additionne la mesure plan de pilotage, donc publication d'objectifs, publication de résultats, et qu'on additionne avec ça la politique des bassins d'enseignement, où dans une même région, on va rationaliser l'offre, surtout dans le qualifiant. Qu'est-ce qui va se passer? On va se dire, bon là, à Jambes, on a 2 filières bioesthétiques à 300 mètres l'une de l'autre, c'est de l'argent en prof et en intérêt. On va un peu rationaliser ça. Sur quels critères est-ce qu'on va supprimer l'une ou l'autre? Alors, moi, il me semble évident que les critères objectifs, ce sera les résultats du plan de pilotage. Donc, quelle école a atteint ces objectifs? Pourquoi? Comment? Non? Ah, peut-être. Et puis, si on se rend compte que c'est l'école de Saint-Joseph qui a les meilleurs résultats, à mon avis, la filière de Jambes, on va la fermer. Gentiment. J'ai posé la question au préfet de l'Atelier de Jambes, il ne m'a pas répondu. Si il revient tantôt, je serais content d'en reparler avec lui. Mais donc, voilà où on va. Et les profs ne sont pas informés de tout ça, ils ne sont pas au courant de tout ça. Et donc, moi, je pense que le premier rôle de cette page, c'est d'informer les profs et de leur dire voilà ce qu'il faut faire. Alors, je termine peut-être. Il vous reste encore 1 minute 30. C'est magnifique. Alors, vous voyez que ce que j'ai appris aussi, c'est qu'il y a la faculté Saint-Louis qui a fait une étude dans laquelle ils disent que les rôles de l'enseignant dans la société sont 3 rôles. Un premier rôle pédagogique, ça tout le monde le comprend, et c'est la grande partie de l'occupation du temps des profs. Il y a aussi une partie sociale, dans la relation avec les parents, les réunions de parents, etc., puis aux alentours. Et il y a une 3e dimension qui est toujours ou très souvent oubliée par les enseignants, c'est la partie institutionnelle, c'est-à-dire savoir dans quel cadre légal j'évolue, quels sont le contrat que j'ai pu passer à un moment donné avec la société, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, comment sont faits les décrets, comment sont faits les lois, à quel moment est-ce que moi, en tant qu'enseignant, je peux intervenir sur le parcours, à quel moment est-ce que je peux avoir une activité citoyenne en disant là, je ne suis pas d'accord, là, je veux poser cette question. Toute cette partie-là, tout cet aspect-là du travail de l'enseignant, elle est complètement oubliée, et donc je pense qu'il y a là un gros travail à faire d'information. Voilà, j'ai un peu tout pour le moment, je vais répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup. Mais je voulais juste préciser avant de prendre la parole que du coup je vais juste parler, je vais pas présenter la position officielle de la FGTB, et je n'ose pas dire non plus que je vais parler en mon nom propre, parce que je crois quand même qu'en tant que délégué syndical, il y a pas mal d'affiliés qui se retrouvent dans ma position
Mais donc voilà, je laisse mes camarades exposer la position officielle de la FJTB. Moi, je voulais commencer par une petite anecdote, vu que je suis prof de français. Il n'y a pas longtemps, mes élèves de 2e secondaire, donc je suis dans l'enseignement général, ont fait c'est une espèce, on appelle ça l'immersion dans le qualifiant. Et donc, ils ont le choix, ils peuvent choisir un thème qui les intéresse, une option qui les intéresse, et ils passent quelques journées dans le qualifiant. Et donc à chaque fois, je leur demande évidemment comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous en avez pensé. Puis la dernière fois, ils étaient tout déçus. Ils me disent, madame, moi j'avais choisi carrosserie, et puis on a eu un cours, j'étais assis à un banc et j'ai pas pu toucher de la carrosserie. Et moi pareil, j'ai eu un cours théorique alors que j'étais censée être dans l'artistique, etc. Et donc en fait, mes élèves découvraient que tout en allant dans le qualifiant, il y avait pour autant des cours théoriques, tellement ils ont été habitués à ce qu'on sépare de manière claire tout ce qui est manuel d'un côté et tout ce qui est intellectuel de l'autre. Et donc ils découvraient qu'en fait, non, évidemment, si on va dans le technique actuel, dans le professionnel actuel, les élèves ont aussi des cours théoriques. Et ça m'a amené à leur parler un petit peu du projet de tronc commun, à avoir un débat avec eux. Tiens, vous savez que ça existe comme proposition, etc. Et ils étaient super intéressés et intéressants toujours, parce que ils sont en 2e secondaire. Il y en a beaucoup d'entre eux sur une classe de 25 qui sont 10 à recommencer leur année. Et donc il y en a pas mal qui ont plus ou moins 15 ans. Et donc à la fin de l'année, va se poser la question, donc soit ils réussissent leur évaluation externe, donc le CE1D, et il n'y a pas de souci, ils passent en 3e, soit ils ratent pour la seconde fois leur CE1D, ou alors parfois ils ont doublé leur première, c'est encore possible. Et dans ce cas-là, ils sont dans le cadre de ces élèves qu'on oriente sans leur donner la possibilité de rester dans le général. Et donc directement, ils étaient super intéressés, ils disaient « Ah, mais on n'aurait plus le droit du coup de nous envoyer directement en technique, en professionnel, en 3e secondaire ». Bon, évidemment, ça repose la question pour la suite, puisqu'il y aurait un tronc commun jusqu'en 3e secondaire, mais après il resterait une orientation avec deux filières possibles. Mais c'est dans ces moments-là qu'on se dit est-ce qu'on a besoin d'une réforme de l'enseignement? Ben oui, parce que ça fait mal au ventre en fait quand on est prof de voir ses élèves s'en aller au compte-gouttes dans d'autres écoles, être éliminés d'une filière vers une autre sans qu'ils l'aient choisi. Ça fait mal au ventre. Moi, je suis dans une école où il y a plus ou moins 160 élèves en première et 60 élèves en réto. Donc les élèves que j'ai eus en première et 2e secondaire, c'est très rare que je les vois terminer dans mon école. Donc est-ce qu'il faut des réformes de l'enseignement? Oui. Et directement, j'enchaîne sur cette idée de tronc commun que j'ai toujours portée depuis que je suis enseignante, qui est portée par la gauche, qui est portée par les syndicats, et qui là maintenant arrive dans le pacte. Donc au départ, moi je vois tronc commun, je me dis génial. Et puis après arrive la question de quel tronc commun et comment. Et là, c'est là que ça coince en fait. C'est comment ça va se passer. Est-ce qu'on a des garanties, par exemple, qu'il n'y ait plus cette relégation des élèves par la suite? Est-ce qu'on a la garantie qu'il n'y ait pas quand même, à travers le système que mon camarade a évoqué, donc RCD, remédiation, consolidation, dépassement, où on ferait des groupes, est-ce qu'on a la garantie qu'on ne va pas se retrouver avec le groupe des nuls, le groupe des moyens, le groupe des forts, et qu'il ne va pas encore y avoir cette ségrégation entre des élèves? Est-ce qu'on a la garantie aussi, parce que voilà, actuellement, les élèves qui terminent le qualifiant ont un CESS et ont tout de suite accès aux études supérieures, mais là, ce ne serait pas le cas dans ce qui est prévu dans le pacte. Donc voilà, ça pose toutes les questions de comment ça se passerait. En l'occurrence, la fonction orientante, là, elle reste. Et au niveau de la mixité sociale, parce que c'est ça le problème, c'est que cette manière de trier les élèves, c'est un fabuleux outil de sélection sociale. Avant, c'était le fait d'avoir accès ou non à l'école, et maintenant, cette sélection sociale, elle se fait à l'intérieur de l'école, entre qui va dans quelle filière, et puis au final, qui va dans quelle école, le général qui relègue vers le technique qui relègue vers le professionnel. Donc c'est ça cette question, est-ce que le pacte garantirait ça? Et en fait, pour le moment, c'est pas le cas. Il y a une volonté de mixité sociale, mais il n'y a pas de garantie. Au niveau de ce que je vous ai dit, il n'y a pas de garantie non plus. Pour moi, le gros souci, vraiment le premier souci de ce pacte en tant que professeur, c'est effectivement sa visée, c'est le projet politique qu'il y a derrière. Et le projet politique qu'il y a derrière, il est moche, parce que quand on voit par exemple la manière dont on traite le qualifiant dans le pacte, c'est vraiment une adéquation de l'école au monde de l'entreprise.
Et c'est juste révoltant. On va parler notamment du fait que les élèves auraient une espèce de passeport dans lequel tous les maîtres de stage dans le qualifiant noteraient l'évaluation de l'élève. Ce passeport serait européen parce qu'un des termes qui revient le plus souvent dans le pacte avec flexibilité, adaptabilité, c'est aussi la mobilité. Et donc voilà, il y a aussi cette... en fait, on perçoit l'élève comme un futur consommateur et comme de la future main-d'œuvre. Et dans tout ce qui parle du qualifiant, c'est très clair parce que voilà, on en parle vraiment comme une main-d'œuvre corvéable à merci, puisque vous savez que les élèves qui sont dans le qualifiant sont payés vraiment une misère quand ils sont dans l'enseignement en alternance. Et donc là, je rejoignais évidemment la position des jeunes FGTB que j'ai lue pour préparer ce débat, où ils disent que le problème dans le qualifiant, c'est le risque de précarisation des conditions de travail. Notamment, ils évoquent, les jeunes FGTB évoquent le problème de la CPU, avec le risque d'avoir des emplois précaires et vraiment d'avoir une adéquation du contenu de l'enseignement aux desiderata des entreprises. McKinsey, un bouton de fièvre, en fait moi, oui, je trouve qu'on peut en parler comme ça parce que ce soit McKinsey ou autre chose, le problème c'est pas McKinsey, c'est tout le lien avec les entreprises, c'est pourquoi autant d'entreprises ont injecté de l'argent pour participer à la mise en projet notamment du pacte, à donner des outils. Et c'est pas nouveau du tout. Moi, pour le moment, je suis en train de relire un livre, L'école sacrifiée de Nico Hirt, où une des premières citations, c'était une citation de 1962, où il cite donc la conférence des ministres européens de l'éducation à Rome en 1962. Et cette citation, c'est « Les dépenses relatives à l'enseignement ont de plus en plus le caractère d'un investissement ». Ben voilà, c'est 1962 et on est en plein dedans. Alors que ce soit McKinsey ou une autre entreprise, peu importe. Après, il ne faut pas être aveugle par rapport à leur objectif. Non, ce n'est pas de la philanthropie. Quand la ministre dit qu'elle ne voit pas le souci d'avoir l'appui d'experts comme McKinsey, qui est un cabinet de consultance, si, il y a un énorme souci. Évidemment, ces entreprises y ont un intérêt. En l'occurrence, Étienne de Noël, donc le patron belge de McKinsey, il est aussi impliqué dans Teach for Belgium. Teach for Belgium, c'est une association qui promeut un enseignement privé. Donc, quand on parle de McKinsey, il faut vraiment avoir derrière toutes les données privatisation, marchandisation de l'enseignement. Et quel est l'objectif, évidemment? C'est non seulement changer le contenu de l'enseignement et faire en sorte qu'il corresponde aux attentes des patrons, et puis aussi changer la forme. Alors quand on parle de la forme, c'est notamment, comme l'a évoqué M. Bodard, cette pratique de pilotage par objectif. Si on analyse le pacte, il y a vraiment tout le vocabulaire managérial qui est là. J'ai lu avec surprise, enfin oui, pas vraiment, mais plutôt avec plaisir, que l'association des directeurs de l'enseignement officiel disait non aussi au pacte, parce qu'ils n'ont pas envie de devenir des team managers, mais c'est ça qu'on demande aux directions à travers le pacte, c'est de devenir des team managers. Et donc, c'est pas une question, effectivement, au niveau de l'autonomie, ils auraient plus d'autonomie pour déterminer eux-mêmes les objectifs à atteindre, et puis s'ils ne sont pas atteints, hop, là on envoie les fameux DCO, les délégués au contrat d'objectifs, et il y a quand même des sanctions évoquées, notamment au niveau des moyens. Alors, il y a non seulement le pilotage par objectif qui est vraiment immonde et qui vient directement des méthodes du privé, puis après il y a aussi les méthodes d'évaluation des professeurs directement. Ça aussi, avec mes collègues, ça nous fait mal au ventre parce qu'on a déjà énormément de pression en tant qu'enseignant. Heureusement, on ne nous juge pas sur les résultats de nos élèves parce que vous vous rendez compte qu'on ne peut pas juger le travail d'un professeur à travers des points d'élèves. Nous, on reçoit nos élèves avec là où ils en sont, et puis l'objectif, c'est de les amener le plus loin possible. Pas forcément en termes de points. J'ai encore félicité un de mes élèves qui est passé de 20 à 45%. Voilà, il avance, il évolue. Et donc, ces évaluations des professeurs individuels qui sont quand même prévues dans le pacte au cas où l'évaluation collective serait négative, il est prévu que s'il y a deux évaluations négatives de l'enseignant, le contrat de celui-ci puisse être menacé, qu'on puisse mettre fin à notre contrat s'il y a 2 évaluations négatives consécutives.
Et en plus, un truc qui est très choquant, c'est de voir que cette évaluation serait réalisée par le chef d'établissement. Alors jusqu'ici, on a toujours été évalué, mais au niveau de l'inspection, donc c'est des évaluations vraiment bien précises par rapport à la matière qu'on enseigne, par quelqu'un qui connaît la matière. Mais imaginez que ce soit les chefs d'établissement qui directement évaluent les enseignants, je crois qu'il y a un vrai problème de pression. C'est pas possible, effectivement, on parlait d'augmentation des burn-out, il y en a déjà énormément, des dépressions, des burn-out, voilà, ça ne s'améliorerait pas. Après, il y a aussi la question des moyens. La question des moyens, je lisais dans le journal, là en venant, le journal d'aujourd'hui, une citation de Rudy Demotte qui disait « Les enseignants ont connu tellement de réformes sans avoir la garantie des moyens. Là, on leur a dit « Oui, on est prêt à le faire dès maintenant ». Mais je suis désolée, moi je n'ai lu nulle part une garantie de moyens. Ce qu'on revendique en tant qu'enseignant, c'est la même chose que les jeunes FGTB d'ailleurs, un refinancement à hauteur de 7% du PIB minimum. Or, dans le pacte, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il va y avoir des moyens, oui, encore heureux, mais on parle de 300 millions d'euros. Mais justement, il est bien stipulé dans l'avis numéro 3 qu'on ne demande pas de refinancement parce que l'enseignement belge est soi-disant suffisamment financé si on se base sur les pays voisins. Alors là encore, Nico Hirt m'a beaucoup aidé par son analyse, parce que c'est lui qui démystifie un petit peu ce mythe comme quoi on serait bien financé par rapport à nos pays voisins. En fait, il dit ce qui compte, ce n'est pas spécialement les pourcentages de PIB qui sont cités. Il faut se baser sur les dépenses publiques par élève. Et si on regarde les dépenses publiques par élève, mais là, on se rend compte qu'en fait, la Belgique n'est pas du tout dans les champions, que la Belgique, en tout cas sur les chiffres qu'il cite, qui datent de 2012 que j'ai consultés, la Belgique arrive en 12e position sur 29 pays, et les 29 pays qui sont après la Belgique, c'est les pays les plus pauvres, les pays de l'Est comme la Roumanie, la Bulgarie, etc. Et en dessous, il y a très peu de pays, il y a la France notamment, mais il y a très peu de pays qui sont en dessous de la Belgique, donc il faut arrêter avec ce mythe comme quoi on serait suffisamment financé. Donc on réclame un vrai refinancement de l'enseignement. Je crois que c'est une condition pour pouvoir mettre en place une réforme. On réclame aussi, au niveau de nos conditions de travail, une des choses les plus difficiles, c'est la taille des classes. La taille des classes actuelles, avec les décrets actuels, c'est juste ingérable. Vous avez des classes de 29 élèves. Et donc, dans cette optique-là, ce n'est pas possible, évidemment, de mettre en place une pédagogie différenciée, ni même de faire évoluer vraiment les pratiques. Donc voilà, ça c'est un gros souci. J'imagine qu'on va avoir l'occasion de dire plein de choses dans le débat par la suite. Peut-être juste, du coup, au niveau syndical, à la régionale de Bruxelles, nous on a voté une motion pour rappeler que le syndicat c'était une organisation indépendante de tout parti, de tout gouvernement, de toute institution, et que donc on estime que le syndicat n'a pas vocation à s'associer ou à être co-auteur de la politique gouvernementale. Et donc avec certains camarades, on estime qu'il y a un souci. C'est pour ça je faisais partie de ceux qui souhaitaient qu'on se retire carrément des travaux du pacte pour un souci de cohérence, puisqu'il y a un projet politique derrière, selon nous. Et puis le reste viendra dans le débat. Merci beaucoup. Je m'appelle Charlotte Nandois, je suis vice-présidente du comité des élèves francophones, le CEF. Donc le CEF est une organisation de jeunesse, donc c'est très important de le rappeler. Ce sont les jeunes qui sont aux manettes de l'association. Ils viennent participer aux activités et autres volontairement. Alors on défend, nos valeurs ce sont de défendre les droits des jeunes, de porter leur parole, de les aider à mener leurs projets comme ils le souhaitent dans leurs écoles, qu'ils aient leur mot à dire, parce que ce sont eux les principaux acteurs en soi de l'école, et de pouvoir participer aux questions qui les concernent et d'ouvrir surtout l'école à la société. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas de reconnaissance au niveau représentatif des élèves dans l'enseignement de la communauté Wallonie Bruxelles, tandis que nous avons avec nos homologues flamands la VSK qui eux l'ont. Alors comme on voit la participation des élèves dans l'école aujourd'hui est réduite, on va dire, au strict minimum, nous avons le système de délégation qui est mis en place selon le souhait et le désir des directions. Nous trouvons ça trop peu. Alors comment est-ce qu'on a débuté dans cette aventure du pacte? Alors comme vous le savez tous, en début 2015, Joël Miquet a lancé ce nouveau processus
Nous avons lu cet article et nous avons vu que, oui, les profs, les enseignants, les parents sont mis dedans, mais pas les élèves. Pourtant, nous pensons que les élèves sont quand même ceux qui vivent tout le temps là-bas, sont les premiers concernés, entre guillemets, avec les professeurs de ce changement. Donc nous avons écrit une lettre à la ministre qui nous a répondu avec grand étonnement que oui, elle nous associe au pacte. Nous avons pu travailler avec le groupe central. Nous avons travaillé sur plusieurs thématiques, mais on a voulu avoir notre propre processus participatif avec des élèves et travailler sur les mêmes questions que les adultes. Car, voilà. Alors comment avons-nous processé? Nous avons fait une première tournée en bus du 12 au 30 octobre 2015. C'est le bus du délégué des droits de l'enfant, où nous avons simplement posé une question aux élèves, aux jeunes qu'on rencontrait. Si tu étais ministre de l'enseignement, que changerais-tu? Ils avaient des post-it à coller sur une bâche avec des petits dessins signifiant chaque petit thème. Nous en avons récolté 2213. 200 élèves nous ont donné leurs coordonnées pour pouvoir les contacter par la suite. Nous les avons tous contactés, dont 43 ont répondu oui, en étant d'accord et volontaires de participer à la suite de ce processus. Nous avions 21 filles et 22 garçons âgés de 12 à 19 ans. Ensuite, nous avons fait une première après-midi de formation le 21 novembre pour savoir comment consulter tous les élèves. Ensuite, peu de temps après, un week-end du 9 et 10 janvier, nous avons formé tout ce week-end pour pouvoir faire quelle solution pour quel problème, afin de pouvoir rédiger des petits questionnaires à diffuser à tous les élèves. Alors, les élèves, les 43 ambassadeurs et ambassadrices ont consulté les élèves dans leur école. Ça se fait de différentes manières. Des écoles où tous les élèves ont été consultés, des écoles où c'était quelques classes par année, comme ça a été le cas pour moi, des écoles qui ont interrogé juste tous les élèves pendant leur heure de morale, une fois par semaine. Il y a eu aussi d'office, il y a eu des élèves qui ont rencontré des difficultés, c'est-à-dire une direction qui dit non, je dois attendre l'avis d'un tel, ou d'autres qui trouvaient que les questions étaient trop directes, trop franches, qui ont voulu les changer. Mais le point important, c'est que les élèves sont battus et tous les ambassadeurs et ambassadrices ont su avoir leurs réponses. Donc on a pu consulter, avoir l'avis de beaucoup d'élèves, que ce soit du général, du technique ou du professionnel. À la suite de ces consultations, nous avons sorti notre premier rapport, le 24 février 2016. Le groupe central a donc aussi sorti son premier rapport. À l'aide de ce fameux premier rapport, nous avons fait une deuxième tournée en bus, où là, ce sont les ambassadeurs et les ambassadrices du pacte qui sont venus avec l'équipe du CEF à travers 18 différentes villes de la région Wallonie-Bruxelles, afin de consulter les élèves et de leur proposer tout ce qui avait été retenu avant ça. Après ça, nous avons organisé un congrès à Namur le 28 juin. Avec les éléments de cette deuxième tournée en bus et de ce congrès, nous avons fait un deuxième rapport. Après cela, nous avons remarqué qu'il manquait des thèmes qu'il fallait encore creuser, notamment la démocratie à l'école, la culture à l'école, les inégalités, le numérique, la gratuité, les rythmes scolaires et le tronc commun. Nous avons donc organisé toutes les après-midi thématiques ouvertes à tous. Nous avons travaillé avec l'UFAPEC, la FAPEO. Pour le tronc commun, nous avons travaillé avec l'école de tous. Pour la participation, nous avons travaillé avec la MIEC. Et nous avons travaillé sur la question des remédiations avec une prof de remédiation et les mathématiques également. Suite à cela, le groupe central a sorti leur troisième rapport. Alors, avec ce troisième rapport, à l'aide de ce troisième rapport, de nos deux autres précédents à nous, le CEF, de nos après-midi thématiques qui ont pu creuser différentes questions, nous avons sorti notre troisième rapport. Alors dans celui-là, le CEF n'a pas à dire si on est pour ou contre le pacte. Nous portons la voix des élèves, donc nous n'avons pas à dire si oui ou non. Les élèves n'ont pas répondu à un questionnaire « je suis pour le pacte, je suis contre le pacte ». Nous, on dit que l'école doit changer, qu'il faut associer les élèves à ces changements parce que ce sont eux qui vivront toutes les conséquences. Nous avons aussi remarqué, comme à mon avis vous aussi, les dernières enquêtes PISA qui ont
qui ont démontré que les inégalités scolaires sont de plus en plus fréquentes et que justement c'est ce système scolaire actuel qui accentue ces inégalités. L'école est de plus en plus déconnectée à la société et ne permet pas aux élèves de construire leur propre projet de vie. Et s'il fallait insister certainement sur une chose, ce serait le renforcement de la démocratie à l'école. Nous rappelons que c'est un droit des enfants qui est noté dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, comme j'en ai parlé au tout début, les mécanismes de délégation, quand il y en a, sont très insuffisants et ne permettent pas de garantir une mise en œuvre concrète de la place des élèves et de porter leur voix au sein des écoles. Dans de ce pacte, nous voulons d'abord que les deux éléments prioritaires, ce soit le renforcement de la démocratie scolaire et de pouvoir donner la voix aux élèves, de pouvoir les prendre en considération comme nous prenons pour l'instant les enseignants aussi bien que les professeurs. Donc de ce pacte, il peut en ressortir le meilleur comme le pire. Tout est dans l'opéranosité. C'est gentil. Merci beaucoup. Je suis conseillère pédagogique d'une nouvelle école à pédagogie active créée à Bruxelles, à Schaerbeek, dans un quartier assez mixte. Donc on a une forme de mixité sociale. Comme vous le savez, il y a énormément d'écoles à pédagogie active qui se créent. C'est une forme d'engouement. Et ce que je voulais vous expliquer, c'est comment il est très compliqué d'articuler pédagogie active et pacte d'excellence. Alors, je ne vais pas revenir sur le pacte, on en a bien entendu parler, une école juste, égale, démocrate, enfin bon, on revient à la transmission des savoirs, puisqu'on les a un peu oubliés, que la transmission des compétences. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les paradoxes qu'il y a dans le pacte, et surtout dans les décrets différents. Le pacte nous vante la pluridisciplinarité, mais avec le décret titre et fonction, cette pluridisciplinarité est extrêmement difficile, en tout cas dans le premier degré, à organiser. De plus, on demande aux enseignants de s'investir dans un projet scolaire. Avec le décret titre et fonction, ils ont des horaires fragmentés. Il devient extrêmement compliqué de donner un horaire, si pas complet, un horaire décent aux jeunes profs dans une école qui leur permette de s'investir dans le projet scolaire de l'établissement. On nous parle de liberté et d'autonomie des enseignants et de la direction. Or, s'il y a toujours eu un pilotage politique de l'enseignement, maintenant ce qu'on peut remarquer, c'est un contrôle, et un contrôle par les évaluations externes, un contrôle qui fait que l'arbre programmatique devient terriblement coercitif. Donc la liberté pédagogique des enseignants, de l'équipe, de la direction, et donc de porter un projet pédagogique devient extrêmement difficile. Mais ça, vous aurez l'occasion de poser des questions si ça vous intéresse, puisque on le vit tous les jours. Alors, en quoi les pédagogies actives ne s'accordent pas facilement avec le pacte, et spécialement avec la pédagogie de Crolly? Je dirais que on ne va pas revenir sur les grands défis du XXIe siècle, puisque notre pacte est censé préparer l'école de demain qui doit s'accorder aux défis du XXIe siècle. Ce qu'on peut remarquer, donc, c'est des mutations sociales, politiques, technologiques, exponentielles, qui font que la capacité d'anticipation des jeunes s'en trouve battue en brèche.
et que donc on doit développer chez le jeune plutôt des capacités d'adaptation. Et là, on remarque que les qualités qu'on a envie de voir développer sont la créativité, l'imagination, la prise d'initiative. Ce qu'on voit également, c'est qu'avec les moyens de communication et l'hyperconnectivité de nos adolescents et de nos jeunes, font que leur rapport à la réalité a été complètement modifié. On nous parle de surréalité, de fake news. Il faut absolument développer chez les jeunes l'esprit critique. Et pour aborder la réalité, rien de tel que le pluridisciplinaire. Mais on voit bien que le pacte chante les louanges du pluridisciplinaire, mais ne nous en donne pas les moyens. Je crois que quelqu'un l'a relevé, il faut que les profs collaborent. Oui, mais quand? Où? Tout ça est assez compliqué à organiser. Ce qu'il y a aussi, c'est que le rapport aux autres a aussi changé. Les adolescents ne sont plus les mêmes, ça on va le voir, mais il faut absolument redynamiser la capacité de vivre ensemble. Ce qu'on peut remarquer, c'est que les ados, à l'heure actuelle, bon, un adolescent a toujours été dans la désobéissance, a toujours été dans le jeu avec la norme, a toujours eu une sorte d'indisponibilité chronique au travail. Mais là, les changements, les mutations que la société vit maintenant, c'est l'équivalent de mai 68. Ils sont dans une autre normalité que la nôtre. Et leur normalité, c'est que le développement individuel prend le pas sur une certaine forme de conscience sociale et de vie collective. Donc on doit absolument redynamiser le vivre ensemble, faire une école avec une vie sociale dynamique, dans un travail solidaire, etc. Les pédagogies actives, très clairement, toutes ces qualités qu'on demande aux jeunes, les pédagogies actives le développent et ça fait partie du projet pédagogique. Je ne dis pas qu'une école plus traditionnelle n'a pas ça comme objectif aussi. Mais les pédagogies actives en font un préalable. Alors, dans pédagogie active, il y a action. Alors, on va vous dire la phrase « rendre l'élève acteur de ses apprentissages » ou dit « construction des savoirs à travers des situations d'activité ». Je fais confiance quand même au monde enseignant de ne pas avoir attendu un pacte d'excellence pour se rendre compte qu'un élève actif est un élève qui travaille avec plus d'entrain, plus de dynamisme. La seule chose, c'est que le docteur Ovid de Crolly, dont je vous parle de la pédagogie, mais il dit ça depuis 100 ans. L'école de Crolly en tant que telle a été ouverte en 1907. Donc c'est un neurologue, un neuropédiatre, qui s'est occupé des enfants qu'il appelait irréguliers et que notre société appelle anormaux. Ces enfants, d'ailleurs, qui ont droit à rentrer dans l'école par la règle de l'inclusion. Dans l'école que nous avons ouverte, nous avons des enfants trisomiques, autistes, Asperger, mêlés à la vie quotidienne des enfants, je ne dis pas normaux, que je dis réguliers. C'était déjà un précurseur à ce niveau-là. Alors, lui, le docteur de Crolly, donc il s'est d'abord occupé des enfants irréguliers, et tout un groupe de parents se sont dit, mais écoute, ça marche tellement bien avec les enfants irréguliers, ta façon de voir les choses, créons une école pour enfants réguliers, et c'est comme ça que l'école de Crolly est née. Attention, il n'y a pas de méthode de Crolly telle une méthode Freinet, où là, la méthode est écrite par un psychopédagogue.
c'est une philosophie d'apprentissage qui doit évoluer avec son temps et qui doit s'adapter au pacte d'excellence, qui doit s'adapter au décret titre requis et fonction, qui doit s'adapter aux évaluations externes. Mais bon, il y a un moment donné qu'à force de s'adapter par des décisions qui viennent d'en haut, l'école perd un peu de sa substance. Alors je vais être très rapide sur les grands principes de la méthode de Crowley, mais je serai là plus tard pour vous donner... Oui, j'utilise méthode de Crowley pour pas dire philosophie, parce qu'il y a quand même des règles de base. Il y a deux maximes hyper importantes, c'est pour la vie, par la vie. C'est-à-dire que l'enfant, de Crowley ne veut pas qu'il y ait une coupure entre l'école et la vie qui entoure l'élève. D'ailleurs, de Crowley ne voulait pas que son école soit dans des bâtiments scolaires, c'était toujours dans des maisons. Et en sociologie, on dit toujours que les bâtiments scolaires, tout comme les prisons et tout comme les hôpitaux, ont toujours eu une architecture, même avec des fenêtres hautes et des barreaux aux fenêtres, parce que ça correspondait à ce qu'on appelle la survenance obligatoire. On est obligé d'aller à l'école, comme obligé d'aller en prison, comme obligé d'aller à l'hôpital, et que donc il fallait des lieux qui impressionnent et qui coupent toute velléité de contradiction. Alors, l'accès à la réalité, c'est donc pour développer, il doit agir sur ce monde-là, il ne doit pas le subir, et donc il doit le connaître. Et pour le connaître, la deuxième maxime de Crowley, c'est du concret à l'abstrait. Si à partir d'une observation, d'une expérimentation, l'élève va pouvoir petit à petit arriver à des notions beaucoup plus abstraites parce qu'elles seront soutenues par une connaissance concrète. C'est ça ? On est à combien de temps ? Plus que 10 minutes. 30 secondes. Bon, alors je vais résumer encore en 2 minutes. Bon, la pédagogie, le levier de la pédagogie de Crowley, c'est l'intérêt. Par l'intérêt, on veut absolument que l'enfant ne perde pas sa curiosité, sa spontanéité et son goût d'apprendre, et qu'on peut considérer que s'il est intéressé par la matière, le goût de l'effort viendra, et que les programmes ne sont là, on ne suit pas le programme parce qu'on décide aujourd'hui de faire l'équation du second degré, mais si, par la pédagogie de l'intérêt, on a besoin de l'équation du second degré pour répondre, le programme devient un outil. J'avais encore plein de choses à vous dire, mais bon, le temps m'a été imparti. Donc je représente ici effectivement l'Appel pour une école démocratique, qui est donc une association, comme son nom l'indique, qui travaille à promouvoir une démocratisation de l'enseignement. Oui, à mon avis, on doit m'entendre assez bien comme ça, mais enfin, oui. Donc voilà, et donc pour nous, démocratisation de l'enseignement, ça veut dire, ça a deux aspects. C'est d'abord un aspect lutte contre les inégalités. Je vais avoir l'occasion de le rementionner, mais on vit dans un système éducatif très inégalitaire et par conséquent, une école plus démocratique, c'est une école qui permet de lutter contre les inégalités, que chaque élève puisse obtenir un niveau de formation ambitieux, quelles que soient ses origines sociales, ethniques, ses convictions religieuses, etc., ou philosophiques bien sûr. Et ça c'est un aspect, et l'autre aspect c'est en termes de contenu, c'est-à-dire que la société dans laquelle nous nous trouvons et donc les futurs citoyens vont dans les années qui viennent être disons devant des défis extrêmement importants en termes environnementaux, en termes sociaux. Voilà, c'est pas le sujet, je ne vais pas développer ça, mais on est vraiment devant d'énormes défis, et ces énormes défis demandent d'énormes connaissances et compétences, et donc les contenus de l'enseignement doivent être ambitieux et doivent être adaptés aux défis qui se posent devant nous. Donc ça, c'est notre conception
de l'enseignement et de l'école, et c'est les objectifs que nous aurions envie d'assigner à l'école. Alors, comment voyons-nous dans ce cadre le pacte d'excellence et je dirais, j'ai plutôt envie de dire l'état d'avancement du pacte d'excellence, parce que le pacte d'excellence c'est un texte pour l'instant, mais qui va encore devoir, dans les différentes mesures opérationnelles, il n'y en a encore aucune qui est prise jusqu'à présent, hein, c'est normal vu le stade d'avancement, et donc dans les différentes mesures opérationnelles, il y a encore beaucoup de choses qui vont devoir se discuter peut-être, et donc, mais au stade où on en est, comment le voyons-nous? Nous le voyons d'une façon assez critique, mais nous pensons qu'il faut quand même avoir une vision nuancée. Donc, est-ce qu'il y a des aspects positifs de notre point de vue? Oui. Est-ce qu'il y a des aspects négatifs? Certainement, plus encore de notre point de vue, en tout cas potentiellement, que d'aspects positifs. Mais donc, je voudrais quand même mentionner brièvement les aspects positifs. Pour nous, le premier grand mérite du pacte, c'est celui d'exister. Je veux dire par là, de dire, ça a été mentionné tout à l'heure, de dire que notre système éducatif, il a de gros problèmes, hein, certainement en termes d'inégalité, et même en termes même au niveau des contenus. À la PED, on a fait une enquête, on fait 2 enquêtes, mais il y a quelques années, dans lesquelles on a pu démontrer que manifestement les jeunes qui sortent actuellement de l'enseignement ne sont pas armés pour répondre à un certain nombre de défis que la société pose. Donc oui, il y a plein de choses à faire, il y a vraiment ce système éducatif, il faut le modifier, il faut le transformer, et certainement pas à la marge. Et donc ça a au moins le mérite voilà, quand on lit par exemple particulièrement l'avis numéro 1, je pense que les constats qui sont faits sont assez corrects, et de se donner l'ambition de changer radicalement le système éducatif, je pense que ça a le mérite d'exister, voilà, je pense que ça c'est un aspect positif. Pour revenir plus ponctuellement, alors voilà, je vais parler 10 minutes sur un sujet aussi vaste, un texte qui fait plus de 300 pages, donc c'est impossible d'être exhaustif. J'ai juste mentionné 2 ou 3 autres points qui, à mon avis, sont positifs. Premièrement, c'est les investissements dans le maternel, donc ça n'a pas été mentionné, même si c'est relativement modeste. Je pense que le fait de dire, donc symboliquement de dire, voilà, l'enseignement maternel, il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau-là, à ce moment-là, et il faut y investir. On va quand même investir un peu plus de 1000 équivalents temps plein. Bon, ça n'est pas négligeable, je trouve, et donc ça c'est un élément positif. Autre point très positif pour nous, c'est le fait de dire qu'il faut un enseignement de tronc commun polytechnique, donc il n'y ait pas de filière jusqu'à 15 ans. Bon, ça pour nous c'est un élément important. Nous à la PED, c'est un des 10 points fondamentaux de notre programme, un tronc commun, le même pour tous, et que ce tronc commun soit polytechnique. Alors nous disons jusqu'à 16 ans, bon là c'est jusqu'à 15 ans, c'est pas tout à fait ce qu'on souhaite, c'est pas tout à fait ce que la FGTB, je viens de voir, la FGTB Wallonne apparemment veut aussi un tronc commun polytechnique jusqu'à 16 ans. Bon ici c'est jusqu'à 15 ans, je dirais on avance, on ne peut pas dire qu'on recule par rapport à ça, mais il y a des choses à dire aussi. Autre point quand même assez positif, c'est l'ambition de diminuer, alors là aussi dans un premier temps on a dit de quasiment supprimer, maintenant je vois qu'on est un peu plus soft, on dit de diminuer le redoublement. Je pense qu'il a été largement démontré d'un point de vue pédagogique, c'est pas du tout dogmatique ce que je veux dire, mais d'un point de vue pédagogique, il a clairement été démontré que le redoublement n'est pas une bonne méthode, contrairement à ce que beaucoup d'enseignants très sincèrement croient. Donc moi je suis moi-même enseignant et je vois beaucoup de collègues dire on pense que si on fait redoubler un jeune, c'est parce que voilà, il n'a pas atteint le niveau souhaité et donc on lui redonne une deuxième chance. Mais les éléments montrent que toutes les analyses pédagogiques montrent que c'est pas une bonne chose le redoublement. Donc la volonté si pas d'y mettre fin, en tout cas de s'y attaquer frontalement, me semble un élément positif. Maintenant, il y a effectivement aussi des aspects fort négatifs pour nous au pacte d'excellence. Et le premier a été largement mentionné et développé, je ne vais pas, donc par plusieurs intervenants, je ne vais pas donc trop insister là-dessus, mais c'est effectivement plutôt la philosophie, je dirais, managériale, le ton managérial qui est très présent dans le texte. Alors je suis d'accord avec toi, Johanna, ce n'est pas la présence en tant que telle de McKinsey, c'est beaucoup plus fondamental et beaucoup plus global que ça. Cette philosophie, ça a été rappelé, qui est présente depuis longtemps dans les textes de l'Union européenne, etc. Et on a des lobbies patronaux qui poussent beaucoup là-dedans, qui veulent mettre en adéquation les systèmes éducatifs par rapport aux attentes patronales, par rapport aux attentes du monde économique. Et ces attentes ne sont pas les mêmes que celles des progressistes, évidemment. Voilà, donc ça c'est pour nous un élément très très important.
le système éducatif, oui, il y a, ça a été dit, il y a la mise sous pression des enseignants, etc. Mais le monde... donc voilà, première chose que je veux dire là-dessus sur la question du ton managérial, d'abord, et de l'aspect gouvernance qui est présent, c'est que c'est pas quelque chose qui débarque maintenant dans l'enseignement et qui n'existe pas. C'est d'abord quelque chose qui s'est instauré dans le privé, puis ça s'est instauré dans les entreprises publiques, et puis maintenant ça vient au niveau des services publics. Et chaque fois que ça a été instauré, c'est bizarre, mais c'est souvent comme ça avec le libéralisme ou le néolibéralisme, chaque fois que ça a été instauré, ça a produit des catastrophes, ça a diminué la qualité du service, ça a diminué les conditions de travail, ça a rendu plus difficile les conditions de travail des membres du personnel, mais on continue quand même, on développe comme si l'expérience était concluante, et donc voilà, on arrive dans l'enseignement avec ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut dénoncer. Je pense qu'il faut aussi dire que l'objectif, il est, quand on dit mise en adéquation des systèmes éducatifs, il faut se rendre compte que le marché du travail, par exemple, est un marché de plus en plus polarisé, et donc quelque part la polarisation de l'éducation, la polarisation des systèmes éducatifs, ça ne gêne pas trop le monde patronal. On pourra y revenir éventuellement, si vous voulez. Donc il y a tout cet aspect-là qui me pose problème à moi, mais je ne vais pas développer plus. Alors il y a aussi un autre point très important qui est absent du pacte, et ça c'est un gros problème, c'est l'absence de régulation des inscriptions. Donc nous, au niveau du tronc commun, on dit c'est bien de vouloir faire un tronc commun polytechnique, mais on dit déjà maintenant il en existe un officiellement jusqu'à 14 ans. On est très loin d'un vrai tronc commun, pour différentes raisons. Alors certaines de ces raisons vont être apparemment résolues par le pacte, mais la plus fondamentale d'entre elles ne le sera pas. Pourquoi on n'a pas un vrai tronc commun maintenant? On n'a pas un vrai tronc commun parce qu'on a affaire à des écoles qui sont très très homogènes sur le plan social, en tout cas dans certaines grandes villes, dans certains quartiers. On a vraiment, pour le dire caricaturalement, des écoles de riches, des écoles de pauvres. Parce qu'on est dans un marché scolaire qui fonctionne et que dans les marchés, il y a des inégalités qui se créent, ça vaut aussi pour l'affectation des élèves aux écoles. Et donc on ne peut pas, dans un collège UP où il y a des élèves qui peuvent on est dans des conditions d'enseignement très bonnes, avec des élèves qui peuvent se tirer mutuellement vers le haut. On n'est pas du tout dans les mêmes conditions que dans un élève où les conditions d'apprentissage sont très difficiles parce qu'on cumule les difficultés. Or, le grand absent du pacte, c'est ça. Il n'y a, d'un point de vue opérationnel, aucune mesure qui va dans le sens, aucune mesure sérieuse qui va dans le sens d'une augmentation de la régulation des inscriptions, et il faudrait le faire. Il faudrait certainement beaucoup avancer dans le décret inscription actuel dans le primaire secondaire, mais il faudrait surtout généraliser cette régulation au fondamental et au maternel, là où tout commence. Autre point aussi, il n'y a pas de moyens structurels qui sont mis en œuvre pour réussir le tronc commun. Et donc, je crains, parce que moi le tronc commun j'y crois tout à fait, mais je crains que si on n'y met pas les moyens, si on n'investit pas massivement dans la diminution de la taille des classes, ça a été mentionné, dans la mise en place de systèmes de remédiation, là pour l'instant effectivement on n'a pas de garantie, mais non, c'est sans doute normal qu'à ce stade on n'ait pas de garantie, mais moi je trouve que je suis très sceptique sur le fait que le tronc commun va réussir, parce que je ne vois pas qu'on y met sérieusement les moyens, et je pense que ça c'est un grand danger, parce que si ce tronc commun échoue, ceux qui disent qu'il ne faut pas de tronc commun parce qu'il n'est pas possible vont y trouver là des arguments, et je pense que ça c'est gênant. Autre point qui me gêne aussi dans ce tronc commun, et ça a été mentionné parfois positivement, mais moi je pense qu'il y a une difficulté avec ça, c'est l'approche orientante. Alors bien sûr qu'il faut une approche orientante, c'est sûr que quand on arrive à la fin du tronc commun, il faut bien faire un choix, et c'est mieux de le faire en connaissance de cause. Mais le poids qui est mis sur l'orientation dans les textes du pacte me gêne un peu, parce que pour nous à la paix, je dirais l'importance principale d'introduire de la formation polytechnique, ce n'est pas seulement pour l'orientation, c'est aussi pour justement éviter cette coupure qui a été mentionnée entre intellectuels et manuels, et c'est pour que les jeunes futurs intellectuels puissent avoir une connaissance approfondie du monde concret de la production, et pour que les futurs travailleurs manuels aient une connaissance ambitieuse d'un point de vue théorique aussi du monde qui les entoure. Et donc là je ne suis pas sûr du tout que c'est vers ça qu'on va aller dans le cadre du tronc commun qui nous est proposé. Sur la question du financement, je crois que j'arrive déjà tout doucement à la fin de mon temps de parole. Sur la question des moyens financiers, je pense qu'il y a aussi effectivement une réponse à apporter. Mais bon, je ne vais pas développer ça parce que peut-être tout à l'heure s'il y a des questions. Je pense qu'il y a effectivement des choses à dire. À la fois, je pense qu'il faut plus de moyens, et on doit répondre effectivement à ceux qui nous disent qu'on dépense beaucoup trop, mais en même temps, je pense, c'est vrai qu'il y a des arguments pour dire qu'il faut sans doute aussi dépenser mieux. Donc j'ai envie de dire il faut dépenser plus, mais il faut aussi dépenser mieux. Moi, je voudrais encore terminer par deux petites réflexions rapides.
Sur la question du non, c'est un peu comme, je voudrais faire un parallèle avec les référendums qu'il y a eu en France et en Hollande sur la Constitution européenne. Quand on demande oui ou non aux gens, ben, parfois ceux qui disent non, par exemple, se retrouvent avec des options totalement différentes. Il y avait des noms de droite, voire d'extrême droite à la Constitution européenne, il y avait des noms de gauche. Et ben, je pense que c'est la même chose avec le pacte. Quand je dis non, et je dis plutôt non au pacte, je tiens quand même à me démarquer très fort d'un certain courant de droite qui est présent dans le non au pacte et qui, par exemple, laisse dire qu'il y a des jeunes qui sont faits pour le manuel, d'autres qui sont faits pour l'intellectuel et qu'il faut très vite les séparer, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça, beaucoup de gens qui ne veulent pas croire au tronc commun, et ça, je me démarque totalement dans le non au pacte de ce courant-là. Et je voudrais juste terminer en disant que je pense qu'on a parfois été un peu dur quand on parle des acteurs du pacte. Les acteurs du pacte, donc c'est le groupe central, en disant ils veulent s'aligner sur Lisbonne, ils ne veulent pas un enseignement démocratique. C'est tout, et je pense que c'est un peu exagéré. Il y a, et je pense que c'est peut-être même une critique principale qu'on peut faire au pacte, c'est qu'on a voulu sans doute ratisser un peu trop large et qu'on a mis autour de la table des gens qui ont des visions diamétralement opposées sur l'enseignement. Et donc c'est très difficile pour eux d'arriver à autre chose que ce que j'appellerais moi des compromis boiteux. Il est clair, pour le dire platement, que Johan et Joseph qui sont ici n'ont pas la même vision que Étienne Michel du CEGEC de ce que devrait représenter, du moins je l'espère, de ce que devrait représenter. Non, je n'en doute absolument pas. Je n'en doute absolument pas. Et donc voilà, donc forcément on arrive du coup à des choses comme ça. Nous n'avons la même vision que Étienne de Noël qui, pour la petite histoire, et je vais terminer sur cette anecdote-là, donc qui est effectivement responsable de McKinsey en Belgique et qui est responsable de Teach for Belgium et qui a beaucoup insisté, vraiment, il a contacté la PED de manière insistante il y a 2 ou 3 ans pour qu'on rentre dans le processus de Teach for Belgium. Inutile de vous dire qu'il a reçu une fin de non-recevoir, mais c'est pour vous dire jusqu'où ils vont. Il suffit d'ouvrir un site internet pour voir quelle est la position de la PED sur l'enseignement, et malgré tout, ils ont quand même essayé de nous embrigader, donc il y a une question quand même, il y a un volontarisme qui est très, très important. Voilà. Merci beaucoup. Donc je n'ai pas entendu les intervenants avant, et donc ça c'est un gros handicap pour moi. Je vais peut-être essayer de rebondir sur ce que j'ai entendu, comme ça on peut démarrer sur quelque chose. Donc effectivement, moi je pense que les affiliés de la CGSP ont dit un non mais au pacte. Hein. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ça veut dire que dans les centaines de mesures qu'il y a là, et bien entendu, il y a des dangers et elles ne seront pas opérationnalisées. Et donc, en fonction de ce qu'on va choisir comme option dans l'opérationnalisation, on va pouvoir aller de gauche à droite, vraiment dans des directions opposées. Ça, j'en suis bien d'accord. Et je comprends tout à fait, moi, les affiliés qui ont a priori rejeté pour de bonnes ou de mauvaises raisons le pacte tel qu'il a été écrit ici. Alors une chose qui m'interpelle, je vais le reprendre à rebours, c'est effectivement les bonnes et mauvaises raisons pour rejeter le texte. Et ça me perturbe beaucoup parce que vous voyez que l'association des directeurs de l'enseignement officiel dit « Moi je ne veux pas du pacte, pourquoi ? Parce qu'il y a un prédéterminisme chez les élèves et donc au départ il y a des bons et des mauvais et donc il faut faire une sélection. » Vous avez, dans le groupe de M. Baudard, ici à ma droite, des gens qui est l'ASBL élève. Qu'est-ce que c'est l'ASBL élève? C'est celle qui prétend que pour s'inscrire dans une école, il faut appartenir à il faut des écoles d'élite, il faut faire une sélection au départ des inscriptions. Je n'accuse pas M. Baudard, c'est-à-dire que tout le monde est venu sur ce groupe non au pacte. Bon. Alors, pour répondre aussi à M. Baudard, parce que je vois qu'il prétend que cette syndicalistes sont des Playmobil qui vont se promener à Bruxelles donc je reprends ce propos entre la gare du Nord et la gare du Midi, qu'on ne peut pas prendre position dans l'enseignement à travers un syndicat, puisqu'à ce moment-là, on est colorisé politiquement. Moi, je ne sais pas ici si tout le monde a la même carte de parti, je ne vais pas vous poser la question, mais je ne pense pas. Je connais quand même pas mal mes affiliés et je pense que le panel d'ouverture des affiliés est assez grand. Donc, en résumé, je pense qu'on peut faire partie des jeunes LGTB, avoir un esprit critique sur ce pacte, mais il faut essayer d'avoir un esprit critique constructif et garder ses valeurs, essayer de garder ses valeurs. Alors, dans le pacte, qu'est-ce qu'il y a de positif?
il y a quand même du positif. Sinon, je pense que nous avons essayé d'apporter à travers le groupe central et à travers les dernières mesures qu'on a été chercher, quelques mesures positives. Alors la première, pour moi, c'est le tronc commun. Donc on en a beaucoup parlé, je pense, avant moi, mais je voudrais quand même en dire un mot. Donc le dernier défenseur du tronc commun reste quand même la CGSP et la FGTB. Parmi tous les partenaires du pacte, tous les autres, peut-être Johan, je pense que lui je peux l'inclure, c'est la même famille, hein. Mais je pense que dans les autres organisations syndicales, il y avait une tendance à plier vers le tronc commun jusqu'à la première ou jusqu'à la deuxième. Même parmi nos affiliés, on a des gens qui ne sont pas convaincus par le tronc commun. Donc il faut vraiment leur expliquer ce qu'est le tronc commun. D'abord, c'est un tronc commun polytechnique, ça c'est très important, et pluridisciplinaire. Ça veut dire que quand vous expliquez ça à quelqu'un qui n'est pas vraiment plongé dans l'enseignement, il se projette dans la situation actuelle. Il dit, mais moi les élèves, quand je les ai à 15 ans, ils n'en veulent plus de l'école, on ne peut pas leur imposer encore une année supplémentaire dans le tronc commun. On entend souvent ça. Et donc il faut vraiment faire un effort de se dire, on va vraiment commencer le tronc commun en troisième maternelle, de la première maternelle à la deuxième primaire en 2020, et on va essayer d'y injecter des moyens de remédiation, essayer d'élargir la formation artistique et culturelle, parce que tous les enfants n'ont pas la même intelligence, je vais dire. Il y a différentes formes d'intelligence. On peut avoir certains blocages en maths et être doué artistiquement. Donc il faut pouvoir développer tous ces talents chez l'enfant, et il faut y mettre les moyens. Ça, je suis d'accord. Je vais reparler des moyens après, parce que les moyens sont importants. Donc on peut espérer que si on fait un effort et qu'on monte avec une cohorte, c'est pas un très beau mot, mais on n'a pas d'autre mot pour dire qu'on va monter avec une génération d'élèves, et on va essayer d'arriver comme ça à la fin du tronc commun, donc après 2027, hein, avec des élèves qui ont un panel de formation beaucoup plus large et pas une prédétermination dans les options. Parce que vous savez que pour l'instant, on vient de le dire, je pense que tout le monde le sait, il y a des écoles poubelles. Donc il y a des écoles dites d'élite, puis il y a des écoles dites poubelles. C'est-à-dire que dans le même réseau, il n'y a même pas de guerre de réseau là, ça se situe même dans le même réseau. Il y a des sélections qui se font entre écoles. Alors, on ne peut espérer qu'avec le tronc commun, on va y arriver. Alors, une critique que je me fais à moi, ça, il n'y a pas de souci, je l'admets, le pacte, par sa construction, empêche une régulation du système entre réseaux, puisque vous avez mis autour de la table les réseaux. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas espérer, avec le pacte, essayer de diminuer l'influence des réseaux, puisqu'ils étaient là. Est-ce qu'on peut quand même se dire que on va pouvoir essayer de contrecarrer les réseaux? Ok, il y a deux façons de raisonner là-dessus. Ou bien, on dit, pour la CGSP, je suis pour un réseau unique, public, laïque. Ben oui, je le dis. Pour ceux qui ne seraient pas convaincus, je le redis. On peut le dire, mais pendant que je dis ça, les réseaux, qu'est-ce qu'ils font? Comme des pieuvres, ils étendent leur pouvoir. Donc on peut quand même toujours se dire, ne pourrait-on pas essayer de réguler ces réseaux? Alors il y a deux façons de voir, et c'est comme je disais tantôt, dans le pilotage de l'enseignement, il y a deux façons de voir. Première façon, on l'a bien expliqué, c'est McKinsey, c'est du management, et le pilotage, ce n'est que ça. Moi je rêve, hein, je peux espérer que dans le pilotage, on ait une certaine régulation des réseaux. Et même, pourquoi pas, une régulation des inscriptions. Donc, comment fonctionne le pilotage? On l'a sûrement déjà dit, mais je le dis en deux mots. Vous avez une zone. Dans cette zone, vous avez un chef de zone, un administrateur. En dessous de ce chef de zone, vous avez ce qu'on appelle des DCO, des directeurs au contrat d'objectif. Ces DCO, ils ont sous leur contrôle 30 écoles, interréseau, c'est important, interréseau. Et ils vont tenter de réguler le système. Alors, réguler le système, ça veut dire répondre à des objectifs. Alors moi, je prends un objectif qui me plaît beaucoup, c'est le taux de départ. Qu'est-ce que c'est le taux de départ? C'est le nombre d'élèves qui partent de l'école entre la première et la sixième. Je prends le collège d'Erpan,
parce qu'il y a des enseignants des repas ici, et je connais bien l'école, on ne peut pas dire que c'est une école ouverte à tous. Il y a une certaine sélection qui se fait. Et donc le taux de départ au collège des repas, entre la première, secondaire et la dernière, il est important. S'il est important, dans les indicateurs, le DCO devrait, j'y répète, devrait, je rêve, hein, peut-être qu'il devrait dire, mais le collège des repas, il doit avoir un taux de départ beaucoup plus faible. Son objectif, c'est ça. C'est-à-dire qu'il doit faire le nécessaire pour avoir une mixité sociale plus grande et garder les élèves comme les autres écoles. Ça, c'est une première chose. Pourquoi pas rêver que le DCO intervienne dans les inscriptions? En Flandre, il y a un système des LOP, hein, ce qu'on appelle le système des LOP. Je ne dis pas que c'est l'idéal, mais c'est en tout cas un rassemblement des acteurs, c'est dans le pacte, hein, un rassemblement des acteurs locaux pour essayer de réguler les inscriptions. Donc dire qu'on a complètement baqué le problème d'essayer de contrôler les réseaux, ce n'est pas tout à fait vrai, mais c'est tout à fait faux non plus. Donc je pense que le pacte, par sa construction, n'est pas idéal dans ce domaine-là. Donc voilà pour le tronc commun. Je ne sais pas si vous souhaitez que j'apporte un sujet qui n'a pas été abordé avant. L'enseignement technique et qualifiant, je suppose qu'on en a déjà beaucoup parlé, ou peut-être bon. C'est un objectif à long terme. Le problème de l'enseignement technique et qualifiant, c'est que pour l'instant, c'est une filière de relégation. Celui qui dit le contraire, ça, pour moi, c'est pas possible. C'est une filière de relégation pour l'instant. Je pense que même les professeurs qui travaillent sont conscients qu'on n'y va pas par choix, ou très rarement par choix. Donc, il faut essayer de faire quelque chose. Bon. Est-ce que le système préconisé par le pacte est le bon? Faire une filière unique? Pour l'instant, tel que les élèves sont là, ce n'est pas possible. Ça, je veux bien l'admettre. Si vous dites à un professeur, il y en a peut-être ici, de pratique professionnelle, tu ne pourras plus mettre tes élèves en pratique professionnelle, tu vas les mettre tous dans l'enseignement technique, il va dire que ce n'est pas possible. Je n'ai pas les élèves n'en veulent plus, ils ne veulent pas. Mais on peut se dire qu'avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à 15 ans, on aura des élèves qui seront un tout petit peu plus formés au niveau technique et qu'on va pouvoir vraiment avoir des élèves qui sont capables de suivre une seule filière, une filière unique. Moi, ça, je pense que c'est quand même un choix qui me paraît important. Je suis d'accord avec une chose, je trouve que dans le pacte, ça m'inquiète aussi, c'est l'orientation technique ou pas, à partir de 15 ans, où, soi-disant par une approche orientante, là je partage, l'élève va pouvoir faire un choix. Entre la vie numéro 2 et la vie numéro 3, il y a eu une correction avec ça, par rapport à ça. Mais on souhaite quand même que l'élève qui s'oriente vers l'enseignement technique puisse quand même, à un moment donné, aller dans le supérieur. Parce que dans la première version, ce n'était pas le cas. Donc ça, moi, je trouve quand même qu'il faut laisser la porte ouverte à l'élève qui s'orienterait vers l'enseignement technique et finalement qui souhaite de continuer des études supérieures. Alors, une approche qu'on peut faire aussi, c'est qu'on a dans le pacte une idée de l'enseignement qualifiant qui amène à un métier. Mais moi, je trouve quand même que l'enseignement qualifiant, il doit qualifier. Quoi. Pour le moment, il ne qualifie pas. Enfin, pas toujours. Certaines filières sont qualifiantes, c'est vrai, elles le font bien. Il y a des filières qui font très bien leur boulot, mais il y en a qui ne sont pas des filières qualifiantes, comme il y a des filières de transition qui ne conduisent à rien, qui sont de fausses filières de transition. On trompe les parents en disant votre élève va suivre telle filière, et au bout, quand il sera au réto, il va pouvoir faire des études supérieures. Nous savons que ce n'est pas vrai. Donc dans certaines filières, on trompe les parents. Ça, il faudrait vraiment changer. Dans l'enseignement qualifiant, même chose. Je pense qu'il y a des filières qualifiantes qui mériteraient d'aller vers des transitions, puisqu'elles amènent à l'enseignement supérieur. Donc voilà, pour l'enseignement qualifiant, je pense qu'il faudra y réfléchir. On a le temps d'y réfléchir. Il faudra vraiment y réfléchir. Le pacte ne donne pas de piste sérieuse sur ce qu'on va faire dans l'enseignement qualifiant. Il dit qu'il faudrait une filière unique. La CPU, pour ceux qui connaissent la certification par unité, nous sommes, nous CGSP, très très sceptiques. Nous avons fait encore des réunions la semaine passée, et notamment ici à Namur, où on montre toutes les difficultés qu'a cette certification par unité. Bon, moi je pense ou on l'abandonne, ou en tout cas on la modifie sérieusement, parce que pour le moment ça ne fonctionne pas bien. Voilà, je ne sais pas ce qu'on pourrait encore aborder comme sujet qu'on n'a pas abordé. Il ne reste plus de temps. Mais... Ouais, ben voilà, ça tombe bien, mais je préfère répondre aux questions. Je préfère que de...
Merci donc à toutes et tous pour cette première partie, très intéressante. Maintenant, je vous propose de faire une petite pause, d'aller boire un café, et puis ensuite de revenir pour la deuxième partie.